Pour notre troisième rencontre Radius dans le cadre du projet Radius Station de l'artiste Christian Nyampeta, nous invitions Cécilia de Varine et Cyril Noirejean à poser la question de la nécessité des artistes et des pratiques artistiques dans la construction de soi, pour soi, mais également face aux autres en société. Cécilia de Varine, tu as une formation de plasticienne, tu as fait l'École nationale des beaux-arts de Paris, tu as ensuite travaillé au Musée d'art contemporain de Lyon, l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne, tu as été médiatrice culturelle au Musée des beaux-arts de Lyon, et tu es responsable actuellement du développement culturel de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon depuis 2012, et tu t'intéresses particulièrement aux outils d'aide à l'interprétation des œuvres d'art. Je me trompe ? Je m'y intéresse, je sais pas, mais je m'intéresse à la question de l'interprétation des œuvres d'art. Voilà. Mais les outils, ça a été mon métier à une époque. C'est ça. Effectivement, au Musée des Beaux-Arts, ma dernière mission a été de créer des outils d'aide à l'interprétation. En tout cas, c'est comme ça que j'aimais à les appeler. Ça s'appelle en fait, quelquefois, ça a des noms un peu moins charmants. Ça peut être les audioguides, les textes qu'on trouve dans les salles d'exposition, les étiquettes, tout ce que tu n'aimes pas, Nicolas. Tu sais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étiquettes. C'est un autre débat. Parce que ça m'oblige à parler. Et depuis 2012, également, tu es responsable d'un site patrimonial en Bourgogne, et tu travailles avec d'autres personnes à la création d'un projet de refuge culturel et de partage de savoir qui s'appelle l'Arrière-Pays. C'est probablement un tiers-lieu. Je ne le sais pas encore, car je découvre ça. Cyril Noirejean, tu es directeur de l'URDLA, le Centre international de l'estampe et du livre à Villeurbanne. L'URDLA étant l'acronyme d'Utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art. Oui. Et le lieu existe depuis 1978. Est-ce que Utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art, c'était l'acronyme de départ de l'URDLA ? Non. Non. Donc c'est. Tu veux vraiment avoir l'acronyme de départ ? C'était Union régionale pour le développement de la lithographie d'art. Oui. Mais Utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art, c'est ça ? Oui. C'est pas moi qui ai donné ce nouveau dépliement de l'acronyme du URDLA, c'est Max Schondorf qui était le président fondateur, qui a fondé l'URDLA avec un groupe d'amis artistes à lui et qui a présidé l'URDLA jusqu'à sa mort en octobre 2012. Et cet acronyme, le dépliement de l'acronyme, il a été changé, disons au début des années 2000. Faut que j'explique pourquoi ? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il y aura un autre acronyme ? Il y en aurait d'autres. Le L pourrait vouloir dire laboratoire. J'aime bien que le U veuille dire utopie, parce que ça désigne un lieu. Qui est difficile à situer. Un lieu, ouais. C'est ce qui occupe la deuxième partie de mon activité, que tu vas dire juste après. C'est un autre lieu difficile à localiser. Oui. Un lieu ou un non-lieu, j'entends. Et tu es également psychanalyste. Et dis-moi si je me trompe, tu travailles particulièrement, ça veut pas dire exclusivement, avec des enfants. Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Voilà. J'ai une clinique infantile qui n'est pas négligeable, mais c'est pas particulier. Peut-être que le non-lieu géographique n'est pas forcément un non-lieu pour un psychanalyste. C'est ça. Bravo, Cécilia. Merci. C'est ça. La discussion portait sur les artistes, un besoin sociétal. Peut-être qu'on peut, parce qu'on a quand même un petit peu discuté auparavant et on s'est rendu compte des limites de cette formulation, diviser en trois parties de manière tout à fait arbitraire pour s'en sortir aussi, et parler des artistes d'une part, peut-être des artistes comme étant un produit de la société, des œuvres d'autre part, qui seraient, alors je vais formuler ça avec mes mots et de manière très naïve, peut-être des amulettes ou des talismans qui renfermeraient une certaine vérité, et enfin les pratiques artistiques ou la pratique artistique qui serait l'expression de quelque chose. Commençons par les artistes. Quelle serait votre définition de l'artiste ? En fait, avant de répondre à ta question, je voudrais juste préciser un truc sur ma biographie. C'est que je suis en effet psychanalyste et je suis membre de l'association lacanienne internationale et membre fondateur de l'association lacanienne internationale de Lyon, dont je suis depuis très récemment le président de l'ALI Lyon, tout bêtement. Et tout ça, c'est pour raisonner sur ton départ sur la question de l'accueil. En fait, cette jeune association, ce jeune groupe de psychanalystes a décidé de distribuer les charges du bureau, des différents comités, etc., par tirage au sort. Donc j'ai été tiré au sort, président. J'ai pas eu à mener une élection ni à séduire quiconque. Et ça a un effet
ça a un effet important puisque ça veut dire que tout un chacun d'entre nous, ces gens qui sont psychanalystes et membres de l'ALI à Lyon, ils ont à venir habiter une fonction. Et que pour les autres, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent accueil à la manière dont l'autre vient venir habiter cette fonction alors qu'il l'a pas choisi, qu'il n'en a pas eu envie. Et que ça, c'est intéressant sur la question de je reprends la question de la convivialité sur l'accueil, parce que la convivialité est quelque chose qui, à mon sens, n'existe pas. Mais en tout cas, c'est comment on fait accueil à l'autre dans sa radicalité et dans sa différence, dans sa différence de lecture du monde. Et donc, ça me permet de donner une définition de l'artiste, si tu veux, qui serait quoi ? Eh ben, je vais le dire comme ça. L'artiste, c'est celui qui lit le monde. Et le lit, on peut l'écrire LIT et on peut l'écrire à partir du verbe lier. C'est-à-dire qu'il vient donner une interprétation, une lecture. Je vais coller interprétation et lecture, une lecture de la réalité et de la manière dont il l'habite. Et cette lecture, elle est éventuellement, elle peut être accueillie par d'autres. Cécilia. L'artiste. Alors là, moi, je vais me réfugier derrière un artiste pour définir l'artiste, qui est Francis Ponge et qui parlait de Georges Braque quand il disait que l'artiste, c'est celui qui met en réparation le monde dans son atelier. C'est-à-dire, en fait, c'est une vision un peu de l'artiste garagiste, en quelque sorte. Mais sauf que la voiture, c'est le monde et qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est une très très haute idée de l'artiste quand je dis ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en réparation le monde dans leur atelier. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée de la réparation alors ça rejoint pour moi lié dans le sens de la couture quasiment, hein. Ça a été un des axes d'un travail que j'ai pu mener, qui était un travail sur la reprise comme réparation d'un tissu. Et je pense qu'il y a quelque chose de seulement symboliquement ou déjà symboliquement, mais l'artiste, c'est son rôle, c'est un peu un regard effectivement d'interprétation aussi, c'est-à-dire c'est celui qui interprète pour qu'on puisse interpréter ce qu'il a fait. Voilà, une sorte de mise en abîme de l'interprétation. Je rebondis, un artiste qui ne serait pas réparateur du monde aurait échoué dans sa démarche. Quand on cherche une définition, on essaye de mettre quelque chose englobant. C'est vrai que j'ai pris plus l'habitude de me chercher une définition de ce que c'est que l'art plutôt que l'artiste, ou de quel sens je mets derrière le mot art plutôt que derrière le mot artiste. Mais non, je pense pas qu'il y ait un échec si l'artiste ne met pas en réparation le monde, parce que même si c'est son propre monde interne ou si c'est le monde qui l'entoure, il y a quelque chose en tout cas qui nécessairement passe par un travail de la représentation, ou un travail de la matière, ou un travail de la forme, ou un travail je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui se travaille autrement que dans d'autres façons d'aborder le réel ou d'aborder le monde qui nous entoure, quoi. Mais il y a quelque chose de l'ordre, je pense, effectivement, d'une sorte de réparation symbolique. D'accord. Est-ce que je suis d'accord avec la réparation symbolique? Je suis pas sûr. Comment est-ce que je peux dire ça un peu plus clairement? Je peux continuer les métaphores, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se tient dans le monde? Enfin, cette question de la réalité, hein, le monde, c'est la réalité, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est déjà une fiction, c'est déjà une histoire qui est racontée, c'est déjà des mots qu'on met sur un réel qui est, à partir du moment où on parle, il devient totalement inatteignable, ce réel. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on met ces mots-là et pourquoi on les met de cette manière-là, avec cette structure. Ça, le psychanalyste va répondre que, c'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba de l'enfant qui va arriver dans un bain de langage qui lui préexiste, qui est la manière dont les parents l'ont parlé avant qu'il naisse, c'est-à-dire soit en le nommant par un prénom, soit en lui en donnant pas, en le désirant ou pas, etc. L'enfant qui ne parle pas encore, il tombe là-dedans, et cette espèce il va avoir à découper dans ce magma, dans cette chanson de la voix maternelle, de la langue maternelle. Il va avoir à découper là-dedans, et qu'une fois qu'il découpe, il va se rendre compte, s'il fait une psychanalyse un petit peu, qu'en fait il y a des répétitions. Et qu'en fait, ces répétitions, elles sont engrammées, elles sont produites par ce qui lui préexistait. Et donc, je suis pas sûr d'être d'accord avec la réparation symbolique, puisque l'artiste, c'est celui qui va venir serrer au plus près, mais c'est pas le propre seulement de l'artiste. Je pourrais soutenir que c'est aussi le propre du psychanalyste en certains cas. C'est celui qui va venir serrer au plus près le réel de cette chaîne, c'est-à-dire le fait qu'il y a un truc mathématique
qui fait qu'il se répète, qui est quasiment programmé d'avance. Ça veut pas dire que le sujet il est pas libre et qu'il invente pas, mais qu'il y a ce truc qui vient là et que l'artiste peut lui, par des voies qui sont pas toujours celles de la psychanalyse, qui peut venir révéler. Donc elles sont valables pour lui. L'exemple le plus connu de ça, c'est Joyce, c'est James Joyce, c'est l'écrivain extraordinaire qui sans doute ne tombe pas dans la folie du fait de son œuvre. Donc c'est un cas, c'est aussi un cas clinique quasiment. Mais c'est pas seulement le fait de tomber dans la folie ou pas. C'est qu'est-ce qui fait que je me tiens dans le monde et pourquoi je me tiens dans le monde comme ça. C'est clair, ça vous parle ou pas? Non? Est-ce que la pratique artistique, l'artiste, serait pas une fiction de fiction? Je ne sais pas. Alors ça rejoint le thème de notre interrogation en fait, hein. Un produit sociétal, c'est-à-dire est-ce que chaque société à travers le temps va produire un artiste différent? On nomme très clairement que selon les époques, l'artiste peut avoir une fonction différente, une fonction sociale différente, et donc il peut être le produit d'une intention sociale différente. Après, en effet, il faut être je vais être peut-être plus clair sur certains principes de base. Si je fais référence à un savoir et à un savoir-faire, il est bien entendu que ce savoir, c'est un savoir inconscient. C'est pas une connaissance. Et que si savoir-faire il y a de l'artiste, c'est quelque chose qui est appuyé non pas sur les connaissances, non pas sur un savoir-faire artisanal, mais sur le savoir-faire avec ce qui lui échappe. Et qu'on n'est pas dans quelque chose de... la visée, elle est justement de viser ce qui échappe, ce qui vient faire manque, ce qui vient rater dans la description de la réalité, ou indiquer qu'il y a des espaces vides, justement. C'est très beau, je pense à ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais il y a justement un artiste qui vit à Lyon qui s'appelle Jérémy Liron, qui est peintre et qui est aussi écrivain, que sans doute vous tous vous connaissez. Dans un de ses textes qui s'appelle La mer tape en contrebas sur la digue, je crois, il vient s'interroger sur est-ce qu'il est possible de mettre des mots entre les mots et des mots dans les espaces entre les mots et les choses. Donc c'est ça que je suis en train de raconter. C'est est-ce qu'il y a un moyen de venir taper au plus près ce qu'il en est de la table. Une fois que vous dites table, la table elle n'existe plus. La table dans son réel, puisqu'il y a le mot. Et que immédiatement, dès qu'on voit une table et qu'on sait qu'on est capable de la nommer table, c'est le mot qui prévaut et le réel de la table il n'existe plus, sauf si vous la prenez dans la gueule. Auquel cas là, elle fait mal. C'est ça la question, c'est qu'est-ce que l'artiste, c'est un produit, c'est le produit du langage. C'est le produit de l'homme en tant qu'être parlant. Et donc du coup, moi j'ai entendu artiste, même si on est au Centre d'art plastique de Saint-Fond, pour moi l'artiste, il n'y a pas de différence il y a quasiment pas de différence entre un plasticien, un écrivain et je sais pas quoi. Un musicien. Et un musicien éventuellement, ou un compositeur. Qu'il y a des différences techniques de connaissances, de savoir-faire, mais qu'il y a quand même cette visée, cette manière de fondre sur quelque chose qui échappe à tout à chacun fondamentalement à partir du moment où il accepte de parler. C'est le postulat de départ. Pour revenir à cette figure de l'artiste, en faisant une petite synthèse, si l'art, la pratique artistique, l'œuvre d'art, même si ce sont trois choses différentes, s'il s'agit d'un soin à soi, ou du moins d'une méthode pour enfoncer un coin entre les mots, entre les termes, entre les pseudo-réalités, pourquoi on aurait besoin de définir des personnes socialement comme étant des artistes ? C'est une autre question sur laquelle, si je veux donner un avis, je ferai une différence entre ce que j'ai donné depuis tout à l'heure comme définition à mon sens de l'artiste, que je peux encore resserrer et que je pourrais dire comme ça, c'est celui qui arrive à attraper des bouts de réel et qui est donc pas limité à une pratique des arts plastiques ou de la langue, et puis à quelque chose qui est l'artiste dans la société et qui est donc du coup quelqu'un qui est en galerie, qui fait des expos, puisqu'on est dans un centre d'art, qui présente son œuvre, qui est capable éventuellement de la vendre, etc. Mais la première définition que j'avais donnée de l'artiste, elle exclut d'une certaine manière déjà au moins un tiers de la production qui se vend ici en France. C'est la production du social, on s'en fiche. Reste à savoir ce qu'ils font réellement, c'est-à-dire est-ce qu'ils viennent vraiment impacter, changer notre lecture du monde ou pas.
Je pratique un peu les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je voyais passer un titre qui était « Que valent les romans des ministres ?» Il y a là 3 ou 4 ministres, dont le premier, qui ont sorti des romans. Enfin, il y a longtemps, hein, pas... Et en fait, déjà, la manière de poser la question, elle est biaisée, puisqu'on s'en fout de ce qu'ils valent les romans. Il suffit de les lire et chacun se fera son avis. Enfin, ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes. J'aime bien la fin. À chaque fois, je me laisse embarquer. C'est un peu comme à la mer, en fait, avec Cyril. On est à la mer, on est sur la plage, et puis on rentre dans l'eau. Elle est un peu froide. On comprend pas très bien. On a un peu peur parce qu'il y a une grosse vague qui arrive. Puis on se dit, allez, on va se laisser porter par la vague. Elle va bien nous ramener sur le sol. Et effectivement, à la fin, en général, on arrive quand même sur le sable. Bon, on a quelquefois un peu des contusions. C'est un métier. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec cette question. Mais après, c'est quand même le récepteur qui fait le message aussi. Enfin, c'est le récepteur qui fait l'œuvre aussi. C'est-à-dire que c'est aussi l'artiste qui soit effectivement. Mais on peut pas être seulement dans un rapport de je vais te jeter un tiers de la production. Là, c'est dans des galeries. Là, ça doit nous échapper un peu plus pour moi, l'artiste justement. C'est quelque chose c'est un poisson qu'on n'arrive pas vraiment à attraper. C'est quelque chose. Il arrête pas de circuler, et c'est ça qu'on attend aussi de lui. Si tout d'un coup, à un moment donné, tous les artistes étaient dans des galeries, ou tous ceux qui étaient dans des galeries étaient des artistes, ça se saurait. Puis on ferait super confiance à des galeries, c'est pas vraiment le cas. Ça fait endosser à l'artiste une responsabilité collective. On reporte sur cette personne un travail intime, une production dans laquelle on va nous-mêmes trouver des éléments de travail, mais qu'on délègue. Oui, on délègue plein de choses dans la vie. Moi, je vais chez le boulanger, je délègue, j'attends qu'il fasse du bon pain. Enfin, je veux dire, donc on demande un peu de responsabilité à l'artiste, c'est pas mal. La vraie question, et ça montre à quel point le monde, en tout cas notre partie du monde, est figée dans la pensée d'Aristote, c'est que est-ce qu'une aventure singulière peut valoir pour l'universel, c'est-à-dire pour tous? C'est ce que vient démontrer l'artiste, qu'une aventure singulière, elle a une valeur pour chacun plutôt que pour tous, donc pour un universel. Je ne comprends pas pourquoi ça pose problème, mais ça pose toujours problème. Enfin, si, je comprends très bien pourquoi ça pose problème, mais c'est bien là la question. La question, c'est est-ce qu'une aventure singulière ait la valeur pour un univers? Elle peut avoir une valeur pour l'universel? La réponse est évidemment oui, puisque les artistes viennent le démontrer depuis la nuit des temps. Sauf que c'est inassimilable par un groupement social, par un groupe social. Inassimilable dans quel sens? Inassimilable dans le sens de toujours à remettre au travail. Qu'est-ce que nous a prouvé les artistes depuis la nuit des temps? Qui changent le monde, qui changent la lecture possible du monde. Oui, mais l'universel alors? Ça veut dire qu'il n'y a pas une lecture unique, universelle, totalisante du monde. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus un universel qui soit un nain, pardon. Ah, c'est joli, le petit nain qui se baladait tout à l'heure. C'était justement de ça dont il est question. Voilà, mais ça en change la qualité même, la texture même de cet universel. Faut lire la logique d'Aristote. Mais là, je peux pas vous le refaire en rapide parce que je l'ai pas en tête. Est-ce que vous définiriez la présence de l'artiste dans la société comme un besoin? Est-ce que ça passe par un besoin? Alors moi, je vais répondre pour moi. Parce que je suis pas totalement capable de répondre pour la société entière. Moi, je pense oui. Que c'est un besoin dans le sens où j'ai l'impression, alors là je vais le dire très simplement, mais je vais me mettre aussi en face à face par rapport à Cyril qui est très pointu dans ses réponses et que je n'ai pas ce niveau d'abstraction, mais j'ai l'impression que oui, c'est un besoin dans le sens, alors c'est plutôt un besoin qui serait du côté du désir, parce que je suis pas sûre que ce soit un besoin comme manger, dormir, mais il y a quelque chose de fondamental et de nécessaire, c'est-à-dire que vraiment, sans l'artiste, la vie serait nettement plus triste. Même si nous emmerde, même s'il y a des moments où on sait pas trop ce que c'est, même si il y a plein d'autres gens aussi qui sont nécessaires. C'est pas le seul corps professionnel nécessaire, mais c'est vraiment une dimension. Sans cette dimension-là, j'aurais l'impression effectivement qu'on perdrait fondamentalement quelque chose. Ouais, je sais pas bien comment c'est compliqué cette histoire du besoin, parce qu'en effet, comme le dit Cécilia. J'aurais plutôt tendance, moi, à aller, quand il s'agit de l'artiste, du côté du désir. En tout cas, de la dialectique de la demande et du désir. Donc, s'il y a demande, il y a forcément besoin.
Alors, la question c'était est-ce que l'artiste a un besoin sociétal, un besoin de la société? J'en sais rien. Ça m'ennuie de le dire comme ça, moi. Ça m'ennuie de le dire comme ça, parce que je dirais que peut-être que l'artiste, par ses demandes à la société, par ses demandes au social, à la société, vous l'entendez dans tous les sens que vous voulez, et au social dans le sens du discours social, du lien social, etc. Que les demandes que l'artiste vient faire à l'encontre du social, et qui peuvent être très nombreuses, hein. Aujourd'hui, ça peut être tout bêtement de l'ordre d'un soutien financier et de l'aide à des expositions. Et par le passé, simplement par en effet être un artiste qui a des commandes royales ou religieuses. Ça, on peut considérer que c'est une demande de l'artiste au social, que ces demandes réitérées de l'artiste, elles peuvent venir questionner la société, le discours social sur son désir quant à l'artiste, mais que ça se fait par une espèce de va-et-vient d'un désir qui serait collectif, si tant est que ça existe, en tout cas d'un vide dessiné par le collectif, d'un vide mis en place par le collectif, auquel l'artiste peut venir répondre par ce qui l'anime à lui, par son désir à lui, puisque à force de faire ses demandes, là, il finit bien par savoir un petit peu, par en savoir un petit bout de son désir. Je peux prendre cet exemple pour que ça parle, puisque tu faisais référence à la clinique infantile, mais sauf qu'elle n'est pas tirée de ma clinique psychanalytique, elle est tirée de ma vie quotidienne. On voit bien comment les parents d'aujourd'hui ne peuvent. Il est insupportable pour les jeunes parents d'aujourd'hui que leurs enfants, jeunes, aient une demande. C'est-à-dire que toute demande, elle est comblée avant d'être énoncée. Et qu'un bébé qui pleure, on va tout de suite le consoler. Qu'un bébé qui pleure, qui ne veut pas s'endormir et qui pleure, on vient le prendre dans les bras, etc., etc. Du coup, l'enfant a pas ce passage par la demande et par le fait qu'elle est comblée ou pas. Et c'est ce jeu-là de demande comblée, demande pas comblée, qui fait que l'enfant qui devient petit, qui devient homme, qui devient adulte, il peut se questionner quant à son désir, quant à ce qui lui manque vraiment. Est-ce que j'ai vraiment envie de bouffer, ou est-ce que j'ai vraiment envie que ma mère me porte, ou est-ce que j'ai plutôt envie de dormir? Ça peut être ça. Enfin, je vous l'image un peu de manière un peu schématique quand même, mais et ben voilà, c'est pareil. Vous pouvez l'étendre au social. Qu'est-ce qui vient questionner le désir? Qu'est-ce qui vient faire impact, faire effraction dans le discours social pour dire mais où vous êtes réellement. Donc il faut ressentir une certaine frustration pour comprendre, pour définir ou pour saisir son désir. Et ce serait la même chose, où on pourrait faire une comparaison avec cette frustration du réel qui nous conduirait vers les artistes ou l'art. Ouais. C'est-à-dire que les sociétés, même les sociétés les plus qui s'imaginent comme les plus parfaites, c'est-à-dire les plus complètes, elles produisent des artistes. Donc c'est bien qu'il y a un manque. C'est un symptôme. On pourrait définir aussi l'artiste d'une manière différente. C'est celui qui justement va faire valoir qu'il n'y a pas un sens univoque qui vaut, mais qui vient faire valoir l'équivocité. La plurivocité, le plusieurs sens, le fait que ça peut vaciller, ouais. Alors vous avez tous les deux un pied à la fois dans, d'un côté la psychanalyse, de l'autre un travail en hôpital spécialisé, et un pied dans la pratique artistique ou la programmation artistique, et la production aussi à l'heure là. Et quelle est la place de l'un et de l'autre dans votre travail? C'est-à-dire quelle est la place de la pratique artistique dans votre travail de psychanalyste, soit à l'hôpital? En gros, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est pas tout à fait la même question. Quelle est la place? Est-ce que ça nous apporte? C'est-à-dire, quelle est la place moi, je parlais très simplement de mon métier. Enfin,
je travaille dans un hôpital psychiatrique où je m'occupe de l'action culturelle. Donc du coup, je coordonne un certain nombre de projets et d'actions qui sont soit nés d'un désir de la part de soignants qui travaillent dans des unités de soins et qui ont formulé un désir de voir intervenir un artiste ou de travailler en lien avec le champ artistique et culturel. C'est pas toujours très clairement défini, heureusement, c'est là où on peut inventer une forme. Et puis j'invite des artistes dans l'hôpital. J'invite des artistes à intervenir, soit dans le cadre de petites expositions ou d'interventions ponctuelles, soit parce que je leur commande quelque chose entre guillemets, ou pour qu'ils répondent à une situation X ou Y, voilà. Parce que pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que alors pourquoi je fais ça, si je donne une réponse, c'est pourquoi ils ont créé un poste comme le mien du côté de l'hôpital, parce qu'il se passait plein de choses à la jonction du monde culturel et artistique. Je dis ça comme monde, c'est-à-dire comme microcosme, comme milieu social aussi. Il se passait plein de choses. Il y avait des artistes qui intervenaient depuis longtemps dans l'hôpital. Il y avait des gens qui sortaient régulièrement pour aller voir un spectacle, pour aller visiter un musée, etc. Et qu'à un moment donné, c'est devenu un peu la pagaille. Et que on s'est dit, il faut quand même quelqu'un pour coordonner. Donc on a créé un poste de coordinateur culturel. Et puis après, quand je suis arrivée, alors pourquoi moi j'ai investi ce rôle? Je travaillais au musée des Beaux-Arts. Moi, contrairement à vous, je pense pas du tout que ce soit si facile. C'est pas une histoire de 10 € pour passer la porte d'un musée. Donc, du coup, c'est vrai que la question de comment on peut, il y a des gens qui mettraient de l'huile dans les gonds, mais c'est un peu ça en fait. C'est comment on peut arriver à ce que la porte s'ouvre plus facilement ou soit plus détendue au moment où je la pousse. Et donc, du coup, moi, j'étais médiatrice culturelle dans un musée, donc je m'occupais d'accueillir les gens dans le musée et d'essayer. Quelquefois, il faut aller très loin sur la place ou dans la ville pour aller chercher les gens et pour les rassurer sur cet acte qui est celui de passer une porte. Et du coup, à un moment donné, mon partenaire, qui était l'hôpital psychiatrique où je travaille aujourd'hui, j'ai vu que c'était la pagaille et que du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit que c'était un lieu, c'était un peu passé de l'autre côté de quelque chose. Je pense que mon besoin, désir d'artiste était aussi un besoin, désir de rencontrer des gens, de sortir aussi d'un monde qui, à mon avis, est souvent très refermé sur lui-même. Enfin, en tout cas, voilà. J'en avais marre, je comprenais pas, j'arrivais pas à lire entre les lignes. Le milieu culturel est un milieu où il faut lire entre les lignes. Et, enfin, c'est bizarre, mais il y a 7 notes de musique, je dois en comprendre que 4. Enfin, je dois en entendre que 4. Et donc, j'arrivais pas à entendre les autres et ça m'agaçait pas mal. Et puis, le métier que je fais est un métier qui est pas du tout aimé dans le milieu culturel et artistique. C'est pour ça que j'aimais dire que je faisais des audioguides, parce que c'est la pire chose qu'on puisse vous faire faire dans un musée. Non, mais même le fait d'être médiateur culturel, donc d'ouvrir la porte, parce que je suis pas complètement sûre que ce milieu-là ait vraiment fondamentalement envie d'ouvrir totalement la porte. Donc, mais ce qui est peut-être bien, moi en tout cas j'aime bien l'ouvrir. Et du coup ça m'intéressait beaucoup d'aller à l'hôpital et puis de voir quel pouvait être retrouver aussi du sens justement, du sens de mon action, en étant dans un contexte où l'art n'est pas premier, enfin n'est pas au centre des regards, bien au contraire, enfin bien loin s'en faut, mais que ça peut être une vraie ressource, un véritable désir justement pour aller vers de l'ailleurs, pour aller vers d'autres dimensions et pour croiser des préoccupations humaines et vivantes, quoi. Enfin voilà, pour créer aussi un peu de la vie. Ah, c'est Cyril maintenant. Mais alors j'ai oublié la question. Non, mais avant ça, je veux juste faire une précision sur ce que vient de dire Cécilia, parce que Saint-Jean-de-Dieu, c'est un hôpital particulier dans sa relation avec l'art, historiquement, parce que ça fait vraiment très longtemps que des artistes étaient invités à venir travailler à l'hôpital, et c'est un hôpital encore plus particulier aujourd'hui, puisque la plupart des hôpitaux ont foutu dehors hôpitaux psychiatriques évidemment, ont foutu dehors les artistes, et que donc elle a le petit livre devant elle des journées de colloque, l'artiste dedans dehors, je crois que c'était ça le titre, qui ont eu lieu il y a 1 ou 2 ans. Et il y a quand même une pensée éthique à Saint-Jean-de-Dieu qu'on peut entendre du côté de ce qu'a fait Jean Houry à la Borde et d'autres, et qui précisément vient
inviter des artistes à venir travailler dans l'hôpital, non pas pour faire de l'art-thérapie. La question n'est pas une cure par l'art ou une thérapie par la pratique artistique, dont on sait bien que c'est un foutage de gueule absolu, mais que il y avait ce savoir chez les directeurs de l'hôpital, dont Jalad et il fait une introduction très brillante sur la question, que d'avoir des artistes dans un hôpital et de permettre aux gens qui sont enfermés à l'hôpital, puisque la plupart sont des gens qui sont sous injonction de soins, et puis y compris dans les hôpitaux de jour où il y a un va-et-vient, que d'avoir des artistes là, et avec ces artistes avoir une pratique artistique, ça a un effet. Et ça a un effet pourquoi ? Parce que la folie, c'est une autre manière que la nôtre de se tenir dans le monde. Et que une autre manière de se tenir dans le monde, ça veut dire c'est un autre rapport à la langue. Et que l'artiste, y compris l'artiste plasticien, il vient en faire quelque chose. Et il permet justement à ces sujets en difficulté, parce que ils regardent pas le monde, ils lisent pas le monde tout à fait de la manière qui est la plus commune ou dominante. Ça permet à ces sujets en difficulté d'appréhender quelque chose de ça. Et c'est pour ça que ça a une valeur. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir en effet avec l'art-thérapie. J'espérais me souvenir de la question, mais j'arrive pas. Je me souviens juste de place et de quoi d'autre? Apport. Et de apport. Et c'est quoi? Quelle serait la place ou l'apport de l'art dans ton métier de psychanalyste? Ah. Mais tu viens d'y répondre en partie. Oui, mais enfin, oui, bah voilà. Bah voilà, mais j'ai dit en partie, donc il faut peut-être développer un peu plus. Non, ça va être compliqué de répondre. Quel est l'apport de l'art dans ma pratique de psychanalyste? Je vous conseillerais de lire les textes que j'ai pu produire comme psychanalyste, qui en grande partie parlent de la manière dont l'artiste vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, attraper des bouts de réel, et dont c'est le rôle du psychanalyste par ailleurs d'attraper des bouts de réel, de permettre à son analysant d'attraper des bouts de réel. Donc peut-être que en effet ma grande proximité d'artiste et mon travail comme directeur d'un lieu culturel qui, comme tu le disais, produit, donc c'est une manière qui produit des multiples, donc ça Régnier pourrait en parler plus que moi, puisqu'en plus il vient d'arriver à l'Urde-là et que justement c'est sa première fois à l'Urde-là. Donc il y a un rapport un peu étonnant qui est pas juste l'artiste, on le balance pas dans un lieu en lui disant vas-y. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'échange et de la conversation. Donc c'est évident que ma grande proximité des artistes et le fait de devoir faire des expositions aussi, c'est-à-dire d'en être plus ou moins commissaire, que ce soit les expositions de groupe ou personnelles, c'est donner une interprétation et une lecture d'une œuvre, que l'artiste soit d'accord avec ou pas. Du reste, l'artiste peut être en désaccord avec cette lecture, en soi, c'est pas un problème. Et ben, c'est un peu aussi le travail du psychanalyste qui vient donner une lecture. Et suivant ce que tu viens de dire, est-ce que des œuvres d'art peuvent jouer le rôle de l'analyste chez une personne qui serait amenée à côtoyer des œuvres et à travailler dessus? Non, parce que la psychanalyse, c'est une aventure de la parole. Et c'est une aventure de la parole qui s'adresse à un autre, à un lieu, à un autre qui est un lieu et qui est justement absent, enfin un lieu vide. Un lieu vide qui est incarné pendant un temps plus ou moins long par le psychanalyste. Donc non, parce qu'il n'y a pas d'auto-analyse possible. Mais en même temps, la rencontre d'une œuvre peut venir faire bouger le sujet quant à son rapport avec le réel. Je recherchais, mais je l'ai pas sur mon iPad, ou j'arrive pas à le trouver. J'ai invité à l'Urde-là, il y a pas longtemps, pour une rencontre-conférence avec Jérémy Liron, justement, un poète français magnifique qui s'appelle Nicolas Pesquès et qui vient de faire paraître un livre chez l'Atelier Contemporain qui s'appelle Sans peinture, S-A-N-S. Et dans le l'incipit qu'il écrit pour la question, mais je voulais vous lire ça, mais je le retrouve pas. Il vient dire comment il est devenu poète. Il est devenu poète parce qu'il a toujours regardé de la peinture et qu'il voulait tenter d'écrire en poésie l'impact de la peinture sur lui.
l'impact des couleurs, l'impact des formes, etc. Donc en effet, une peinture, ça peut avoir un effet qui trace une vie, qui modifie une vie, qui modifie son rapport au réel et son rapport aux choses, mais pas qui mène une cure. Comme je disais, la psychanalyse, c'est une pratique de la parole, et de la parole qui est adressée à un autre. Et pour localiser l'autre qui est en soi, il vaut mieux parler à un autre que soi. Mais en même temps, ce que je suis en train de dire là, c'est une forme de thèse, puisque c'est la thèse de la psychanalyse. Non, c'est très intéressant en plus, mais je me demandais si ça prenait des photos, parce que peut-être c'est à la radio que ça va passer. Non, à la radio, enfin ça va passer quelque part. En podcast, oui. Oui. Et peut-être que je trouve ça très intéressant le dispositif en fait. D'abord parce que ces sièges sont hyper inconfortables et que là vraiment Christian Nyampeta, vraiment mon ami, il va falloir qu'on parle parce que l'espace de convivialité, mais en même temps c'est très intéressant parce que du coup je me demandais si ça prenait des photos parce qu'il y a une évolution du groupe, c'est-à-dire que plus ça va, et je m'en suis rendu compte quand Jonas a failli tomber, c'est-à-dire que plus ça va, plus le groupe s'étale à l'horizontale sur le sol, voilà, et je trouvais que c'était intéressant. Je me demandais si l'appareil prenait des photos toutes les 12 secondes et non, pour voir l'évolution. Pour y filmer, mais ouais. La bonne position, c'est ça peut-être que nous dit l'artiste, c'est trouver la bonne position. Alors j'ai une définition qui va certainement faire des flammes, mais peut-on voir l'art comme une névrose réussie? De la réussite de la névrose, alors ça, mon cher Nicolas. Alors est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par névrose réussie? Je sais pas, abouti, équilibré. Oh là, c'est de dire rien de plus équilibré que la névrose. D'accord. Ennuyeux comme tout. Moi, je suis allée du côté de la psychose, c'est pas pour rien. Hein. Excusez-moi, mais la névrose réussie, c'est un peu comme une soupe bien salée, mais pas plus que ce qu'il ne faut, quoi. Donc mangeable. Mangeable. Oui, voilà. Mais tellement mangeable que un peu fade. Bon, tu fais Très rien bien. avec ça? C'est très très bien. Non, c'est très bien ce que dit Cécilia. Je ne l'aurais pas dit, mais c'est très très bien dit. Alors moi, il y a un symbole que j'aime beaucoup parce que j'ai des problèmes de peau. C'est pas simplement une aventure de la parole, c'est quelque chose qui m'imprègne et que comme une éponge, et puis en fait quelque chose de très chaud, quoi. Là, en ce moment? Non mais je veux dire, rentrer par exemple dans un musée ou dans un centre d'art plastique, puis encore plus quand il y a justement des rencontres, je le sens comme quelque chose qui m'imprègne de très chaud, de très chaleureux, quoi. Voilà, c'est autre chose que mettre des mots. C'est vraiment quelque chose qui est de ressentir les choses, même au niveau du cœur, quoi. C'est pas mal, hein. Ça vient, ça me fait plaisir. Ça serait quoi pour toi, Nicolas, une névrose réussie? Excuse-moi, mais là, on peut pas ne pas te retourner la question. Excuse-moi, comment on est arrivé à une supposition pareille? Où est-ce que tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est? D'où te sortait cette idée? Oui. Oui, bravo, merci. C'est une question de sublimation. C'est laquelle? Parce que tu sous-entendais la question de la sublimation. Oh, le soupir de Cyril. Si, parce qu'il n'y a que les lacaniens qui savent lire Freud. C'est compliqué de le dire comme ça. Alors c'est une issue possible à la névrose. Et à la psychose. C'est une issue possible à la oui, mais après ça va être trop compliqué. Si plus je précise, plus ça va devenir compliqué. Alors la pratique Mais depuis artistique. le début, on s'est tu parles de habitué, l'artiste Cyril, et la vas-y. pratique artistique. Là, parce que... Oui, que l'art est une issue possible à la disharmonie fondamentale avec laquelle on habite le monde. Parce que pour nous, tout pose problème. Il n'y a que pour les animaux non domestiques, bien entendu,
où il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, Mm. ils niquent pour se reproduire, ils mangent quand ils ont faim. Il n'y a que chez nous que voilà, et que chez les animaux qui côtoient l'homme, qui côtoient le parlette, qui du coup se retrouvent avec les mêmes pathologies addictives, angoisse, dépression, etc. Donc oui, alors je dirais que c'est une issue possible à la névrose, mais c'est un peu... Mais ça revient à dire ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est l'énoncé comme ça, c'est l'énoncé autrement, ce serait l'artiste vient attraper des bouts de réel. Donc, ça veut dire les mêmes choses en réalité. Ouais, puis moi c'est le terme d'issue aussi qui est particulier, parce que c'est comme si à un moment donné on était sorti d'affaires, quoi, alors que c'est quand même faudrait pas que ça nous retire notre part d'humanité, donc notre humanité, on n'en sortira pas de notre névrose. C'est bien celle-là qui nous fonde aussi, comme justement être parmi les autres humains. Enfin, donc que ça accompagne et que ça donne sens et que ça nous donne vie peut-être, mais issue pas. Une névrose transformée avec laquelle on pourrait communiquer, sur laquelle on pourrait communiquer. Si la communication existait, ça serait... Alors, est-ce qu'on peut communiquer avec, autour, sur une œuvre d'art? Ah. Non, mais on communique pas. Parce vous, si vous parlez pas plus fort, on vous entendra pas dans l'enregistrement. Voilà, pour cette raison-là. Parce que tout sujet qui parle, d'abord, ne sait pas ce qu'il dit lui-même. Quand je parle, je dis autre chose qui m'échappe, et puis quand on parle à un petit autre, les relations de couple sont suffisamment, sont le parangon, sont l'exemple parfait de ça, que on ne se comprend pas. Ah, c'est pas pour ça qu'on communique pas. Communiquer, ce serait que ça passe. Ça passe sans équivoque, justement, sans perte de sens. Même la plus belle engueulade, c'est toujours du commun, quoi. Ah oui. Mais d'ailleurs, les grands communicants ne font que ça, hein. L'engueulade ? Non, ils ne font que... Ah bah d'ailleurs, les pubs d'aujourd'hui sont les meilleures. Les pubs à la télé. Alors, il faut que je retrouve pourquoi cette pub, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de vous montrer le produit. Il suffit de raconter un truc qui n'a rien à voir pour que donner envie d'avoir. C'est bien, ça veut bien dire que ça se passe pas sur un lien direct. La communication, c'est l'électricité, hein. On appuie, ça passe ou ça passe pas. C'est voilà. Le langage, c'est jamais comme ça. On revient à cette qualité fondamentale de l'art qui tient à l'univocité. Mais sur laquelle on ne peut quasiment rien faire, du coup. Si on peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait de cette univocité? Voilà, on est face à un objet multiple, univoque, et si on peut pas travailler dessus, qu'est-ce que cet objet peut nous apporter? Tu parles de l'œuvre d'art comme objet univoque, c'est ça? Oui. Bah non, justement, il est tout à fait... pardon. Oui. D'accord. Bah, après, c'est la vie de tous les jours. Notre vie, elle est comme ça. C'est le cancer de l'humanité. Enfin, le langage, c'est ça. C'est le cancer ? Ouais. Cécilia, il faut nous sauver, là. Oui, ça tourne très mal de l'autre côté de la table. Non, mais je veux pas vous désespérer, mais on voit bien qu'on s'entend pas. Enfin, non, mais après, on vit très bien avec. Après. Alors moi, j'aime beaucoup communiquer devant les œuvres, moi. Et d'ailleurs, on pourrait se disputer un peu, Cyril, si ça te dérangeait pas, sur le fait que pour toi, il n'y a pas ce qu'on avait l'autre jour dans notre discussion, il n'y avait pas d'expérience partagée d'un objet artistique. Tu sortais l'étendard du fascisme dans cette chose-là. Très juste. Et en même temps, moi, c'est pas du tout. Mais là aussi, je me mets sur un plan beaucoup plus empirique, mais c'est pas du tout mon expérience à moi. C'est-à-dire que, en tant que médiatrice culturelle, je suis très souvent avec des groupes ou avec des groupes de gens
et qu'on se retrouve face à un objet ou dans une situation d'expérience esthétique ou d'expérience artistique. Et je sais pas si on communique du tout, ça c'est probable que non, hein. Mais en même temps, il se passe quelque chose, et c'est un peu comme la chaleur que vous décrivez. Moi, je le ressens comme ça, c'est-à-dire qu'il m'est apparu à un moment que je ne pouvais supporter les musées qu'accompagner au moins de 25 personnes. C'était ma seule issue, sinon je serais pas rentrée dedans. D'ailleurs, depuis que je ne suis plus avec 25 personnes dans les musées, je n'y vais plus. Mais voilà, c'est-à-dire que il y a cette espèce d'expérience du partage et de l'échange qui fait que chacun passe par l'objet pour parler à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un face-à-face ou même dans le dispositif psychanalytique avec quelqu'un qui est à côté ou derrière, mais on est dans ce face-à, quelque chose ou ensemble dans, mais en tout cas, voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette expérience humaine et sensible. Il y a un tiers. Oui, ça s'appelle l'œuvre. Voilà. Tout à fait. Donc on n'est pas dans un rapport d'un un à un autre un, dans une communion parfaite et totale. Ah oui, absolument. Voilà. Donc, c'est sûr. Ouais. Et donc, il y a bien quand même une expérience de groupe face à l'œuvre. Les expériences de sujets. Mais le groupe, non. L'enveloppe groupale, tout ça, rien. Je connais pas l'enveloppe groupale. Je connais pas. Alors que moi, je la ressens. Mais ça, c'est en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les artistes qui changent le monde. Oui, mais non, c'est pas en contradiction parce que c'est toujours cette question d'une histoire singulière, d'une expérience singulière. C'est-à-dire que ça se fait un par un. Mm-hmm. Un par un et collectivement. Pas ensemble. Un par un et socialement. Socialement. Parce que le social, c'est un discours. Mm-hmm. C'est l'invention d'un code. Nous, à l'URDLA, notre exposition de rentrée, qui s'appellera Constellation Scores, c'est un artiste américain, Rob Mazurek, qui est trompettiste. Donc, comme le titre l'indique, l'exposition est constituée de partitions qui sont en fait des œuvres plastiques que lui peut interpréter. D'ailleurs, il va composer des trucs des pièces pour accompagner les œuvres, mais il a donné en concert avec un groupe qui est composé d'une 40aine de musiciens. Ils ont donné certaines des partitions qu'on a déjà imprimées ensemble. C'est une œuvre plastique, mais ils arrivent à partager suffisamment. Il y a suffisamment de points de ralliement pour qu'ils puissent ensemble jouer la même partition. Qui a un code pas très précis. Ouais. Donc c'est plus une expérience singulière. Bah si, parce que chacun est dans son truc. Mais ça, je suis pas sûre. Mais il n'y a pas d'expérience. Quand je dis une expérience singulière, c'est pas une expérience où vous êtes en ermite hors du monde, hein. C'est que elle est adressée. C'est pas une expérience autistique. C'est une expérience qui est adressée, donc qui est en lien. Voilà. Chacun vit son moment, bien qu'il soit avec la personne. C'est ça. Oui, mais en chacun de nous, il y a du un et du nous. Enfin voilà, il y a aussi, c'est pas parce que il y a de l'un et de l'autre. Bah moi, je trouve qu'il y a du nous aussi. Est-ce que je peux aussi poser la question à Cyril, pour continuer un peu, et pour revenir à la notion de l'utopie et du langage dont tu as parlé au début. Alors la question super globale, c'est est-ce qu'un nouveau langage est possible? Et si on parle de l'art, est-ce que tu penses qu'il y a aussi le langage préexisté pour les artistes qui sont nés dans le monde et qui veulent être artistes? Est-ce que le monde préexiste à soi? C'est juste parce que Cyril a dit que le langage préexiste dans le monde. La langue, ouais. Si on parle de l'art, est-ce qu'on parle La langue préexiste à l'arrivée de nous tous. Enfin, on vient tous s'inscrire dans un bain de langue qui nous préexiste. Un langage nouveau, oui. D'ailleurs, les 0,1 de tout le langage informatique, c'est un langage nouveau en quelque sorte. Qu'on a des difficultés à lire, nous, parce qu'on n'est pas informaticien. Mais donc, un langage nouveau, oui. On peut toujours composer un langage nouveau. Mais un langage ne fait pas une langue. D'abord parce que la langue, c'est vraiment cette logorée musicale ou
enfin voilà, c'est mélopées que l'enfant va entendre dès le ventre de la mère. Enfin, l'enfant entend tout avant de naître. Il entend tout, sauf qu'il ne coupe pas, il ne fait pas de séquence dans le magma. C'est une fois né et quelques mois après la naissance que le nouvel enfant va pouvoir couper maman, papa, etc. J'ai l'anecdote hyper clinique d'une collègue analyste qui part en vacances en Turquie et qui se retrouve dans un bus avec une guide qui parle anglais et un nouveau-né à côté qui hurle parce que il pleure. D'abord, il est loin de chez lui, etc. Et la mère n'arrive pas à le calmer jusqu'à ce que ce nouveau-né puisse repérer dans l'anglais 2 syllabes ou 3 qui sont maman ou papa et qui va pouvoir reprendre dans une langue qu'il ne connaît pas et qui vont l'apaiser. On sait très bien, il y a des expériences qui ont été faites il y a quelques centaines d'années. Hein. Si on ne parle pas à un enfant qui vient de naître, il meurt. Et son seul moyen d'entrer dans le monde, c'est de s'accrocher à quelque chose qui est une musique, un magma maternel. Ça, c'est la langue. Et ça, une langue nouvelle, elles sont toutes nouvelles parce qu'elles sont d'une certaine manière toutes singulières. Mais c'est autre chose que le langage. Mais j'ai pas répondu tout à fait à ta question, je crois. Si. Et alors la deuxième, c'est Ah. Oui, la question c'est est-ce qu'il y a aussi dans l'art, on peut parler de langue qui existe comme si ça existe, et du coup pour être artiste, non, je crois pas. Je crois pas. Adapter Non. des codes. Non. Ouais, alors on peut en parler de beaucoup de choses aussi. Non. Parce que c'était bien de dire que c'est pas une de faire la distinction entre la langue et le langage. Ouais. Ça j'aime bien. Par contre, pourquoi par contre? Parce que le reste. Qu'est-ce que vous aviez pas aimé alors? Parce que, par exemple, quand il y a le guide qui fait la visite d'œuvres avec un groupe, on va vouloir expliciter l'œuvre. Et quelquefois, j'ai envie de dire que justement, il y a quelque chose qui passe différemment, qui passe autrement qu'avec les mots. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est toujours, qui est un autre langage qui passe par ce qu'on peut ressentir ou une sorte de sidération, quoi. Pour un terme psychanalytique, une sorte de sidération, on ne sait pas quoi dire, mais on ressent quelque chose. Oui, c'est pour ça, c'est très bien en effet. C'est pour ça que la rencontre d'une œuvre, elle est singulière aussi. Elle peut se faire en groupe, mais c'est une rencontre singulière puisque c'est tout d'un coup, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient taper quelque chose qui est en dedans, mais qui est insu, qui est inconscient en dedans. Mais ça vient le taper quand même, ça vient faire écho ou résonance. C'est ça cette histoire et du coup le regardeur, pour le coup, il a à faire le travail aussi éventuellement de lecture et de qu'est-ce qui vient me poindre. Ça c'est le truc je pense à ça depuis plusieurs jours, mais il faudrait parce que je voudrais le travailler un peu. C'est le truc de Barthes dans La Chambre claire. Qu'est-ce qui vient me poindre? Qu'est-ce qui vient de l'œuvre taper en moi? Mais ça tape dedans et ça ça peut être les sublimes tableaux de la fin de Poussin, et puis ça peut être un sombre truc sans intérêt aussi. Enfin, dans la rencontre avec l'œuvre d'art, parce que ça vient pas taper le moi, ça vient taper le sujet inconscient. Ça vient taper quelque chose qui est insu, je peux pas le dire autrement, qui est inconscient. Et c'est ce que dit Barthes après, mais c'est que pourquoi ce truc me plaît. Et puis il va passer son livre, alors comme après que j'aurais dit ça, vous aurez plus du tout envie de le dire, mais ouais, il va passer son livre à essayer de trouver sur une série de photos ce qui vient le poindre et qu'il trouve jamais, parce que c'est toujours des mauvais exemples à chaque fois, les souliers de la tante, le collier de perles de je sais pas quoi, à chaque fois ça marche pas, et à chaque fois on entend que c'est pas ça qui vient le poindre, parce que c'est introuvable.
C'est justement ce qui me manque. Ouais, mais je suis désolée, mais peut-être que mon expérience, je me trompe de mots ou je me trompe de phrase, mais moi, j'ai quelque chose en moi qui est dans le nous, quoi. Je peux pas être, je ne suis pas que du jeu. Il y a quelque chose, je suis un peu comme les moucherons qui se baladent ensemble, là. Voilà, j'ai l'impression d'être pris quelquefois dans de l'intelligence collective, j'ai l'impression quelquefois d'être pris dans quelque chose qui dépasse ma seule singularité, quoi. Mais est-ce qu'on appelle pas ça de la politique? Mais c'est vrai que parce que la question que pose, Pourquoi la politique? pourquoi pas, hein, ça me dérange pas. Je sais pas, là c'est une vraie question. Mais la question qui est posée ici, là, comment vivre ensemble, qui est une vieille question élimée, comme des vieilles chaussures, mais elle est quand même super valable, quoi, parce que si vraiment, alors est-ce que on serait une somme de singularités les uns à côté des autres? Et puis au milieu de tout ça, il y aurait un artiste de temps en temps qui ferait diversion, et puis hop, on serait là, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre d'un ferment commun, quoi, qui permettrait, qui donnerait au moins sens à la coexistence? Oui, c'est là-dessus que je commençais. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vivre ensemble autrement qu'en désignant un chef tout puissant auquel on serait autour tous ensemble? Est-ce qu'il y a une modalité de lien social différente que celle d'en référer à un chef acclamé, puisque ça s'acclame? Alors ça rejoint un peu ma question de départ. Non, mais sur le besoin de définir des artistes. Il est aussi de l'ordre de l'autorité. Je pense que c'est aussi très intéressant ce que vous avez dit ici par rapport à cette expérience collective de la médiation, de l'interprétation de l'œuvre. Après, il y a plein de questions qu'on peut aussi poser. Par exemple, dans le texte critique sur le curateur, par exemple, on parle de la mission de la traduction. On dit que le curateur, c'est la mission de cultural translation, c'est la traduction culturelle. C'est par exemple quand tu ramènes des œuvres de ton pays à l'autre, il y a toujours la traduction qui se fait entre les cultures et tout ça. Et bref. Et si on parle pas de curateur, c'est aussi un petit peu ça rejoint aussi, je crois, la position de médiateur. Le curateur est un médiateur. C'est ça. Ouais. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est justement cet aspect social que tu vois là-dedans. C'est en gros que c'est petit peu. Oui, quand tu dis que c'est nous devant l'autre, et pas juste moi. Et ça passe par le parole. Ou par d'autres choses, il n'y a pas que la parole d'ailleurs. Pour lier ça à ce que tu viens de dire, c'est par rapport à la dictature, ou comment tu as dit Au chef. Au chef. Okay. Alors, ça, oui, les chefs ne sont pas forcément tout de suite du dictateur. Oui, je sais mais c'est aussi un petit peu, on peut voir aussi cette petite communauté de gens devant une œuvre comme une petite image de la société, et le médiateur, ou le curateur, comme on l'appelle, c'est aussi, ça dépend aussi de ta position, qui tu es. Tout à fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit ce que l'artiste dit? Ce que disait Cyril, c'est pas du tout le métier que je fais, effectivement. C'est-à-dire que la plus jolie image que j'ai eue un jour de mon métier, mais qui m'a fait peur moi-même, parce que j'ai bien dit quand même que je faisais aussi ça pour gagner ma vie, et que là c'était le risque, c'était de perdre mon travail. C'est un échange qu'on a eu, enfin on avait proposé, ça faisait des années qu'on travaillait avec des aveugles au musée des Beaux-Arts, et que après avoir énormément découvert ensemble des œuvres au fil du temps, un jour il nous est apparu que c'est d'ailleurs eux qui nous ont proposé que ce soit eux qui fassent découvrir à d'autres. Alors non pas en se mettant dans les yeux, hein, parce que ça, ils sont pas trop dans ce folklore-là, les aveugles, mais c'est vraiment simplement le fait de pouvoir partager aussi ce qu'ils pouvaient avoir ressenti ou leur façon même d'interpréter les œuvres par le toucher, etc. Et donc on s'est retrouvés avec une collègue médiatrice, et on était tout un groupe de voyants et d'aveugles, là, on ne voit pas grand-chose, mais en fait, de gens qui ne sont pas aveugles et d'aveugles. Et à un moment donné, on s'est retrouvés exclus du groupe. Et on était avec ma collègue à l'extérieur, et on était juste en train d'assister à quelque chose qui se passait entre des gens qui prenaient le bras, qui étaient très voilà, et qui voilà, pouvaient découvrir, etc. Et nous, on n'avait plus de place, quoi. Enfin, on n'avait plus besoin de nous. En même temps, je ne suis pas complètement sûre qu'on n'avait plus du tout besoin de nous.
Mais c'était plus du tout la même classe. On n'était plus du tout le guide de montagne qui fait passer la montagne et qui explique en disant attention avec le langage, attention avec le goût, machin. Mais on était dans quelque chose d'autre qui était quelque chose plutôt d'une enveloppe comme ça, justement. Mais on avait travaillé ça avec Nathalie Ergino, il y a un an ou deux, sur justement pour questionner cette nomination du médiateur. La question elle avait été posée, quelle transmission pour l'art contemporain aujourd'hui? Enfin, on avait réduit le champ de compétences, ça se faisait à l'Institut d'art contemporain. Et la question c'est ça, est-ce que, enfin, c'est plus une question parce que c'est devenu une évidence, mais ça l'a pas toujours été. C'est que le médiateur, c'est quelqu'un qui transmet un manque, qui transmet la manière dont qui permet à un sujet de rencontrer une œuvre, mais qui vient pas dire ce que dit l'artiste. Il y avait un truc tout à l'heure quand vous parliez de l'hôpital. Je me suis dit à un moment donné, quand j'ai entendu ça, en fait, être artiste, c'est se conserver la disponibilité de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, de se dire un jour, tiens, je pourrais aller intervenir en hôpital psychiatrique avec des personnes qui sont... Et ça m'a amené par truchement à me dire que finalement, être artiste, c'est prendre le temps d'être artiste, qui est encore un peu tautologique, mais il y avait la question de... on se réserve un espace temps pour faire quelque chose ou ne rien faire, mais être. Mais vous voyez la question que Nicolas Auduro posait, elle était en amont de ce que vous êtes en train de dire. Enfin, la question de l'artiste a un besoin sociétal, elle est en amont de la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un artiste dans la société. C'est pour ça que nous n'avons pas abordé les questions que vous suggérez, qui seront mises à l'ordre de la prochaine séance. Absolument pas. Absolument pas. Bon. Mais c'est vrai qu'on s'est éloigné de la... Mais par contre, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est le besoin, le besoin, je sais pas si le terme besoin, je le répète, mais il me semble très inadéquat. Mais le désir d'être présent au monde sans se justifier, sans justifier d'une activité ou d'un rôle. Après, c'est comme partout, il y a une sélection naturelle qui se fait. C'est pas ce que je sens, moi, c'est pas naturel du tout. Vous n'allez pas continuer à être artiste, et c'est peut-être que vous-même, vous avez jugé que votre valeur artistique n'était pas suffisante pour continuer. Ça, je refuse absolument. Votre jugement. Non, mais oui, mais après, enfin, c'est peut-être inconscient aussi. Non, Cécilia met l'effort, mais dit gentiment quelque chose que je vais dire de manière beaucoup plus abrupte. Il y a certains sujets qui décident de vivre selon l'éthique de leur désir, et d'autres qui abandonnent. Et Cécilia l'a dit bien pour elle-même, comment elle ne s'y retrouvait pas non plus comme artiste, et que son éthique, elle était ailleurs, que son désir, il n'était pas là. Et ben, les trois quarts, et des artistes, moi j'ai travaillé avec de nombreux artistes, parfois très jeunes, qui ont une œuvre qui, quand ils sont jeunes, est intéressante et prometteuse, et qui tout d'un coup bifurquent et arrêtent. Ils arrêtent, alors certes, la vie est dure, mais la vie est dure pour tout le monde. Tout un chacun a une vie difficile. Ils n'arrêtent pas parce que la vie est dure et pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes conditions ou les conditions idéales de montrer leur œuvre. Tous ces gens arrêtent parce que il y a rien qui tient réellement de ce côté-là. Et puis après, on voit les autres qui continuent et qui parfois galèrent grandement. Mais bon, qu'est-ce qui, Dolto avait une très jolie réponse aux gens qui venaient la voir en analyse, qui lui demandaient une analyse en leur disant, voilà, mais je suis artiste, j'ai peur qu'une psychanalyse me détourne de faire mon œuvre parce que j'irai mieux. Et Dolto répondait que c'est comme les gens qui venaient la consulter et qui avaient peur de quitter leur conjoint ou leur conjointe. C'est-à-dire que si ça tient réellement en vous, ça passera l'analyse. C'est pas mal comme mot de la fin. Pour finir, je veux vous inviter à lire deux textes. D'abord ce carnet numéro 3 réalisé par l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, L'artiste dedans dehors. Et puis un très joli texte de Cyril Noirejean, qui n'est pas le moins accessible, dont le titre est déjà une énigme et un haïku en soi. Quand nous a cessé de parler, il n'est jamais. J'ai beaucoup réfléchi, tourné, médité. Et ça reste une énigme. C'est une citation. C'est une citation. C'est extrait d'un poème de Valérie Rousseau, qui est une poète qui vit dans le sud de la France, et je suis en train d'essayer de retrouver le titre du recueil, mais je ne sais plus. D'accord. Et à la fin du texte, tu cites Michel Léris, qui parle justement du manque,
Oui, c'est la réponse que Michel Léris fait à une enquête qui avait été lancée par Jean-Christophe Bailly et Henri Elixet-Bach, je pense dans les années, fin des années 60, début des années 70, qui reprenait la question de Hölderlin, Wozu Dichter in dürftiger Zeit, ce qui veut dire, vous parlez allemand, les deux couramment même pas, ce qui veut dire à quoi bon des poètes en ces temps de mort.